L'islam revient au réveil silencieux des Balkans. Permettez-moi de vous ramener à un vendredi soir tranquille à Novi Pazar en novembre dernier. Pas le genre de rendez-vous qui fait la une des journaux occidentaux, mais qui aurait dû faire la une. Une foule modeste s'est rassemblée devant la mosquée Altin Alem, son minaret de l'époque ottomane perçant le ciel crépusculaire. Parmi eux se trouvaient des visages que l'on ne trouverait pas, de jeunes hommes en veste de cuir, des femmes portant des hijabs élégants qui n'auraient pas l'air déplacés à Istanbul ou à Sarajevo, le plus frappant de tous, une poignée de Serbes plus âgés, aux traits usés par des décennies de difficultés post-yougoslaves, aux côtés de leurs voisins bosniaques. L'un d'eux, un homme d'une soixantaine d'années nommé Dragan, s'est avancé pour réciter la shahada dans un arabe hésitant mais délibéré. L'imam l'embrassa. La foule murmura en signe d'approbation. Et juste comme ça, un autre Serbe était revenu à l'islam. Maintenant, si vous avez suivi le récit officiel, vous penseriez qu'il s'agit simplement d'un autre cas isolé de conversion religieuse, d'un voyage spirituel personnel sans signification plus large. Le gouvernement serbe, lorsqu'il est pressé, rejette cette question comme étant un non-problème, quelques individus, rien de plus. Les médias occidentaux, lorsqu'ils prennent la peine d'en parler, le présentent comme une curiosité, une note de bas de page dans l'histoire plus large du multiculturalisme balkanique. Le département d'État américain, dans ses rapports annuels sur la liberté religieuse, note la tendance au détachement clinique, comme s'il s'agissait simplement d'un incident statistique. Mais voici le problème, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe aujourd'hui en Serbie n'est pas seulement un renouveau religieux, c'est un tremblement de terre géopolitique au ralenti, qui pourrait redessiner la carte de la région la plus instable d'Europe. Et personne au pouvoir ne veut que vous ayez une vue d'ensemble de la situation. Laissez-moi vous dire ce qu'ils ne vous disent pas, le fonctionnaire, ce qu'ils veulent que vous croyiez. L'histoire qu'on vous a racontée dit que la Serbie, une nation aux profondes racines chrétiennes orthodoxes, a toujours été un rempart contre l'action islamique en Europe. Les siècles ottomans ont laissé des cicatrices, certaines réelles, d'autres exagérées, mais au XXe siècle, l'islam en Serbie était confiné aux minorités bosniaques et albanaises, en particulier dans la région du Sandjak et au Kosovo. Après les guerres yougoslaves, raconte le récit, les communautés musulmanes de Serbie ont été soit marginalisées, soit, dans le cas du Kosovo, violemment expulsées. Aujourd'hui, la ligne officielle est que l'islam en Serbie est une relique, un artefact culturel sans réel potentiel de croissance. Le gouvernement de Belgrade, dirigé par Aleksandar Vučić, a même adopté des lois restreignant les conversions religieuses, apparemment pour protéger l'identité nationale. Les États-Unis et l'UE, pour leur part, ont largement ignoré la question, se concentrant plutôt sur l'alignement de la Serbie sur les institutions occidentales et sur son délicat exercice d'équilibre entre Bruxelles et Moscou. Les données semblent soutenir cela. Selon le recensement serbe de 2022, les musulmans ne représentent que 3,1% de la population, soit une légère augmentation par rapport aux 2,4% de 2011. La communauté bosniaque, concentrée dans le Sandjak, représente la grande majorité de ce nombre. L'Église orthodoxe serbe reste quant à elle la force religieuse dominante, avec plus de 84% de la population s'identifiant comme orthodoxe. La position officielle du gouvernement est que toute conversion à l'islam est rare, individuelle et politiquement insignifiante. Lorsqu'ils sont pressés, les responsables soulignent que la Serbie a l'un des taux de conversion religieuse les plus bas d'Europe. Affaire close, non? Mais il y a un problème avec ce récit. Les chiffres ne correspondent pas. Les données du recensement sont trompeuses. Et les implications géopolitiques sont délibérément minimisées. Déconstruire ce qui se passe réellement, commençons par les données. Le recensement de 2022 montre une augmentation de 0,7% de la population musulmane de Serbie sur une décennie. Cela peut paraître modeste, mais il s'agit en réalité d'une anomalie statistique. Voici que la communauté bosniaque du Sandjak a l'un des taux de natalité les plus élevés d'Europe, tandis que la population orthodoxe de Serbie vieillit et diminue. Les démographes s'attendaient à ce que la population musulmane augmente d'au moins 1,5% sur la même période, soit le double de ce que montre le recensement. Alors, où sont passés les 0,8% restants? La réponse est qu'ils ne sont pas comptés. La méthodologie de recensement de la Serbie est notoirement défectueuse. Dans le Sandjak, où les Bosniaques sont majoritaires, les autorités locales ont été accusées de sous-estimer les populations musulmanes pour éviter des répercussions politiques. Dans d'autres régions,
notamment dans le sud de la Serbie, près de la frontière du Kosovo, des villages entiers abritant une communauté musulmane croissante ont été entièrement exclus du recensement. J'ai parlé à des chercheurs de Belgrade qui ont documenté des cas de recenseurs refoulés de domicile dans des zones à majorité musulmane. La réponse du gouvernement ? Erreur technique. Mais lorsque les mêmes erreurs favorisent systématiquement un résultat démographique, ce n'est pas un accident, c'est une question de politique. Ensuite, il y a la question des conversions. La ligne officielle est qu'ils sont négligeables. Mais la réalité est bien plus complexe. Au cours des 5 dernières années seulement, au moins 1200 Serbes de souche se sont publiquement convertis à l'islam, selon les données des centres communautaires islamiques de Novi Pazar, Tutin et Sjenica. Ce nombre peut paraître faible, mais il est sans précédent dans l'histoire moderne de la Serbie. Et ça s'accélère. En 2023, la communauté islamique de Serbie a signalé une augmentation de 40% des cérémonies de conversion par rapport à l'année précédente. La plupart de ces convertis sont jeunes moins de 35 ans et beaucoup sont d'anciens chrétiens orthodoxes issus de régions économiquement déprimées comme Raka et Zlatibor. Or, pourquoi un Serbe se convertirait-il à l'islam en 2024 ? L'explication officielle est qu'il s'agit d'une quête purement spirituelle, une recherche de sens dans une société sécularisée. Et pour certains, c'est vrai. Mais pour la plupart, les raisons sont bien plus pragmatiques. Laissez-moi le décomposer. Il y a d'abord le facteur économique. La région du Sandak, où vivent la plupart des musulmans de Serbie, a bénéficié d'investissements étrangers massifs, en particulier de la Turquie et des États du Golfe. L'agence turque de coopération et de coordination a injecté à elle seule plus de 500 millions de dollars dans la région depuis 2010, finançant tout, des mosquées aux hôpitaux en passant par les écoles professionnelles. Pour les jeunes Serbes des zones rurales sans emploi et sans perspective, la conversion à l'islam n'est pas seulement une question de foi, c'est aussi une question d'accès. Accès à des bourses, à des réseaux d'affaires, à une communauté qui prend soin des siens. J'ai rencontré des Serbes à Novi Pazar qui se sont convertis non pas parce qu'ils ont soudainement découvert Allah, mais parce qu'ils avaient besoin d'un moyen de sortir de la pauvreté. Et dans une région où l'État serbe a systématiquement négligé ses citoyens musulmans, l'islam constitue une bouée de sauvetage. Deuxièmement, il y a la dimension politique. Les relations de la Serbie avec ses minorités musulmanes ont toujours été tendues. Le Sandak, en particulier, est un foyer de tension, avec des partis politiques bosniaques comme le Parti d'action démocratique qui réclame une plus grande autonomie. Le gouvernement serbe, craignant une répétition du scénario du Kosovo, a réagi par un mélange de répression et de cooptation. Mais voilà, ces dernières années, Belgrade a discrètement encouragé les institutions islamiques du Sandjak à étendre leur influence non pas par tolérance religieuse, mais pour contrebalancer l'influence saoudienne et turque. La logique est que si la Serbie contrôle sa propre communauté islamique, elle peut prévenir la radicalisation et maintenir la stabilité de la région. Le problème ? Cette stratégie se retourne contre nous. En renforçant les institutions islamiques, Belgrade a créé par inadvertance un espace où les conversions peuvent prospérer. Et une fois que les Serbes commencent à se convertir, le calcul politique change. Soudain, le Sandjak n'est plus seulement une question bosniaque, c'est une question serbe. Troisièmement, et c'est le plus important, il y a l'angle géopolitique. L'Occident a passé les 2 dernières décennies à tenter d'intégrer les Balkans dans sa sphère d'influence, mais il l'a fait avec une incompréhension fondamentale de la dynamique de la région. Les États-Unis et l'UE considèrent la Serbie comme un membre potentiel de l'OTAN, un contrepoids à l'influence russe et une force stabilisatrice dans les Balkans occidentaux. Mais ils ont ignoré le fait que l'identité de la Serbie est profondément liée à son héritage chrétien orthodoxe et que cet héritage est menacé. Non pas de l'islam en tant que religion, mais des forces géopolitiques qui utilisent l'islam comme outil. Laissez-moi être, il ne s'agit pas du djihad. Il ne s'agit pas d'une grande conspiration islamique visant à prendre le contrôle de l'Europe. C'est le genre de récit simpliste qui fait vendre des livres et génère des clics, mais ce n'est pas ce qui se passe ici. Ce qui se passe est bien plus subtil et bien plus dangereux. Il s'agit de la façon dont les grandes puissances manipulent la religion pour faire avancer leurs intérêts. Et en Serbie, cette manipulation crée une crise lente qui pourrait déstabiliser l'ensemble de la région.
Le grand jeu: comment les États-Unis, la Russie et la Turquie affrontent la Serbie. Pour comprendre ce qui se passe réellement, il faut sortir. Les Balkans ont toujours été un champ de bataille pour les empires ottomans, austro-hongrois, russes et maintenant américains. Aujourd'hui, la région est à nouveau le théâtre d'une nouvelle guerre froide, cette fois entre les États-Unis, la Russie et la Turquie ascendante. Et la Serbie? La Serbie est la récompense. Commençons par les États-Unis. Pour Washington, la Serbie est un élément clé de sa stratégie visant à contenir la Russie et à sécuriser le flanc sud-est de l'OTAN. Les États-Unis ont dépensé des milliards pour essayer d'attirer la Serbie sur leur orbite, en proposant des négociations d'adhésion à l'UE, une coopération militaire et des incitations économiques. Mais il y a un fait: que la Serbie ne veut pas être un État client des États-Unis. Lui a magistralement joué sur les deux tableaux, encaissant l'argent américain tout en maintenant des liens étroits avec Moscou. Et lorsqu'il s'agit de l'islam, les États-Unis se sont montrés remarquablement naïfs. Washington considère les communautés musulmanes de Serbie comme des alliés potentiels dans la lutte contre l'influence russe, mais il ne comprend pas que ces communautés sont courtisées par d'autres acteurs, des acteurs qui ont un lien culturel et historique beaucoup plus profond avec la région. Entrée en Turquie. Sous Erdogan, la Turquie a mené une politique étrangère néo-ottomane, se positionnant comme le protecteur des musulmans dans les Balkans. Ankara a investi massivement dans les infrastructures islamiques de Serbie, finançant des mosquées, des écoles et des centres culturels. Elle a également entretenu des liens étroits avec les dirigeants politiques bosniaques, dont beaucoup voient la Turquie comme un contrepoids au nationalisme serbe. Mais c'est là que ça mène. La Turquie ne cible pas seulement les Bosniaques. Il courtise activement les Serbes de souche. En 2021, le gouvernement turc a lancé un programme offrant des bourses aux étudiants serbes pour étudier en Turquie sans exigence religieuse, juste la volonté d'apprendre le turc. Le résultat? Un nombre croissant de jeunes Serbes, désillusionnés par l'Occident et attirés par l'essor économique de la Turquie, se convertissent à l'islam pour accéder à ces opportunités. Et puis il y a la Russie. Moscou considère depuis longtemps la Serbie comme son dernier point d'appui dans les Balkans, et elle n'est pas près de laisser les États-Unis ou la Turquie la lui enlever. La stratégie de la Russie consiste premièrement à attiser le nationalisme serbe en présentant l'islam comme une menace pour l'identité chrétienne orthodoxe, deuxièmement, utiliser la dépendance énergétique de la Serbie comme levier. Le Kremlin a financé des initiatives de l'Église orthodoxe serbe, amplifié la rhétorique anti-musulmane dans les médias d'État et a même fait allusion à un soutien militaire si l'intégrité territoriale de la Serbie était menacée. Mais l'approche russe est risquée. En présentant l'islam comme un ennemi existentiel, Moscou pousse les Serbes qui autrement seraient indifférents vers une position plus radicalisée, une position qui pourrait se retourner contre eux si la population musulmane de Serbie continue de croître. Et n'oublions pas les États du Golfe. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont investi de l'argent dans les communautés islamiques de Serbie, finançant tout, des mosquées aux banques islamiques. Leur objectif? Contrer l'influence turque et iranienne tout en extirpant leur propre soft power. Les Saoudiens, en particulier, ont été accusés de promouvoir une forme d'islam plus conservatrice dans le Sandjak, susceptible de radicaliser la région à terme. Le gouvernement serbe a tenté de réglementer cette situation, mais avec un succès limité. L'argent continue d'affluer et les conversions continuent de se produire. Alors, voici ce qui se passe lorsque la démographie religieuse d'un pays commence à changer sous la pression de la concurrence des grandes puissances? Que se passe-t-il lorsque les Serbes, qui ont passé des siècles à s'opposer à l'islam, commencent à se convertir en nombre croissant? La réponse est l'instabilité. Et dans les Balkans, l'instabilité n'est jamais maîtrisée. L'armée et la stratégie. Pourquoi cela est plus important que vous ne le pensez? Parlons maintenant de la dimension militaire. Les États-Unis poussent la Serbie à rejoindre l'OTAN depuis des années, mais Belgrade a résisté, invoquant sa neutralité et ses liens étroits avec la Russie. La raison officielle est que la Serbie ne veut pas provoquer Moscou. La vraie raison? La Serbie sait que si elle rejoint l'OTAN, elle perdra son influence. Mais si la population musulmane de Serbie continue de croître, l'adhésion à l'OTAN pourrait devenir une nécessité, non pas parce que la Serbie le souhaite, mais parce qu'elle en a besoin. Pensez-y. Si le Sandjak devient majoritairement musulman et si ces musulmans commencent à exiger une plus grande autonomie ou pire, l'indépendance, la Serbie sera confrontée à une crise.
La dernière fois que cela s'est produit, au Kosovo, le résultat a été la guerre. Les États-Unis et l'Union européenne sont intervenus, l'OTAN a bombardé Belgrade et le Kosovo est devenu de facto un protectorat occidental. La Serbie ne veut pas que cela se reproduise. Mais si le Sandžak commence à ressembler au Kosovo 2.0, la Serbie n'aura d'autre choix que de rechercher les garanties de sécurité occidentale. Et c'est exactement ce que veulent les États-Unis. Mais il y a un piège. Si la Serbie rejoint l'OTAN, elle devra rompre ses liens avec la Russie. Et la Russie ne s'en sortira pas tranquillement. Moscou a déjà prévenu que toute extension de l'OTAN à la Serbie constituerait une ligne rouge. Le Kremlin a également laissé entendre qu'il soutiendrait les groupes nationalistes serbes opposés à l'adhésion à l'OTAN. Le risque d'escalade est réel. Nous avons déjà vu ce film en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie. Les États-Unis poussent, la Russie riposte, et le résultat est un conflit gelé qui ne sert personne. Reste ensuite la question de la Turquie. Si Ankara continue d'étendre son influence dans le Sandžak, cela pourrait créer de facto une sphère d'influence turque au cœur des Balkans. Il s'agit d'un scénario cauchemardesque pour les États-Unis, qui considèrent la Turquie, au mieux, comme un allié peu fiable et, au pire, comme un acteur hostile. Les États-Unis ont déjà tenté de contrer l'influence turque dans la région en soutenant les partis politiques bosniaques plus alignés sur Washington. Mais cette stratégie s'est retournée contre nous. En jouant les favoris, les États-Unis ont aliéné les communautés musulmanes de Serbie, les rapprochant de la Turquie. Et n'oublions pas le Kosovo sauvage. Si la population musulmane de Serbie continue de croître et si le Sandžak commence à exiger une plus grande autonomie, le Kosovo pourrait y voir une opportunité de faire valoir ses propres ambitions territoriales. Le gouvernement du Kosovo a déjà laissé entendre qu'il soutiendrait les séparatistes du Sandžak comme moyen d'affaiblir la Serbie. C'est une recette pour le désastre. La dernière chose dont les Balkans ont besoin, c'est d'un nouveau conflit ethnique. Voici donc le fond, la lente conversion des Serbes à l'islam n'est pas seulement une question religieuse. C'est une question stratégique. Et si les grandes puissances n'y prennent pas garde, cela pourrait déclencher une réaction en chaîne qui déstabiliserait toute la région. La politique intérieure, pourquoi Vučić ne peut pas se permettre d'ignorer cela? Parlons maintenant d'Aleksandar Vučić. Le président serbe est un maître en matière de survie politique, mais même lui ne peut pas ignorer éternellement la population musulmane croissante. Le problème pour Vučić est que sa base est profondément nationaliste et profondément méfiante à l'égard de l'islam. L'Église orthodoxe serbe, qui exerce une énorme influence, a déjà commencé à tirer la sonnette d'alarme. En 2023, l'Église a publié une déclaration avertissant que l'islamisation de la Serbie est une menace pour notre identité nationale. Ce genre de rhétorique plaît aux principaux partisans de Vučić, mais il l'enferme également. La stratégie de Vučić a consisté à réprimer l'extrémisme islamique tout en essayant de coopter les dirigeants musulmans modérés. Mais cette stratégie devient de plus en plus difficile à maintenir. Plus les Serbes se convertissent à l'islam, plus il est difficile pour Vučić de faire passer l'idée selon laquelle l'islam est une force marginale en Serbie. Et si la tendance se poursuit, il devra redoubler de nationalisme et risquer de s'aliéner les communautés musulmanes de Serbie, ou tenter de les intégrer et risquer de perdre sa base. Il y a aussi l'aspect économique. L'économie serbe dépend fortement des investissements étrangers, dont une grande partie provient des États du Golfe et de Turquie. Si Vučić réprime trop sévèrement l'islam, il risque d'effrayer ses investisseurs. Mais s'il ne réprime pas, il risque une réaction nationaliste. C'est un catch-22 classique. Et puis il y a la question du Kosovo. Vučić a passé des années à tenter de négocier un accord avec Pristina, mais tout accord accordant au Kosovo une plus grande autonomie ou pire, l'indépendance serait un suicide politique. Mais si le Sandžak commence à revendiquer les mêmes droits que le Kosovo, Vučić sera obligé de choisir entre accorder l'autonomie au Sandžak et risquer de créer un précédent pour le Kosovo, ou refuser et risquer un nouveau conflit. Vučić est un survivant, mais même lui ne peut pas défier éternellement les lois de la gravité politique. Plus les Serbes se convertiront à l'islam, plus il lui sera difficile de maintenir son équilibre. Et s'il trébuche, les conséquences pourraient être catastrophiques. Scénario: que se passe-t-il ensuite? Alors, où cela nous mène-t-il? Passons en revue les possibilités. Scénario 1. Le meilleur résultat dans ce scénario,
la Serbie parvient à intégrer sa population musulmane croissante sans conflit majeur. Puis adopte une approche plus inclusive, accordant une plus grande autonomie au Sandak tout en réprimant l'extrémisme. La Turquie et les États du Golfe continuent d'investir dans la région, mais sous la supervision de la Serbie. Les États-Unis et l'UE offrent des incitations économiques pour maintenir la Serbie sur la voie pro-occidentale, tandis que l'influence de la Russie diminue. Au fil du temps, la population musulmane de Serbie devient un pont vers le monde islamique plutôt qu'une source de tension. C'est le résultat que tout le monde dit vouloir, mais c'est aussi le moins probable. Pourquoi ? Parce que cela nécessite un niveau de maturité politique et de compromis que les Balkans n'ont pas connu depuis des décennies. Scénario 2, le résultat le plus probable dans ce scénario, le statu quo demeure, mais les tensions couvant sous la surface. La population musulmane de Serbie continue de croître, mais le gouvernement réprime les conversions et restreint les institutions islamiques. La Turquie et les États du Golfe accroissent leur influence au Sandjak, tandis que la Russie attise le sentiment nationaliste. Les États-Unis et l'UE restent désengagés et se concentrent sur d'autres priorités. Le résultat ? Une crise qui se propage lentement et qui dégénère parfois en violentes manifestations, émeutes, peut-être même une insurrection de faible niveau dans le Sandak. La Serbie reste neutre, mais sa stabilité est de plus en plus fragile. C'est le scénario vers lequel nous nous dirigeons, et c'est celui qui m'empêche de dormir la nuit. Scénario 3, le pire des cas dans ce scénario, la situation devient incontrôlable. Un incident majeur, une attaque terroriste, une répression contre une mosquée, une élection contestée déclenche des manifestations massives dans le Sandak. Le gouvernement serbe répond par la force, déclenchant une véritable rébellion. La Turquie et le Golfe, les États voient une opportunité d'exercer leur influence et de commencer à armer ouvertement les factions rebelles. La Russie, sentant une opportunité de déstabiliser le flanc sud de l'Occident, achemine des armes et des mercenaires vers la région sous couvert de « protéger les chrétiens orthodoxes ». L'UE, paralysée par ses divisions internes, regarde impuissante les Balkans redevenir une poudrière. Et les États-Unis ? Eh bien, à ce stade, Washington est trop distrait par ses propres crises intérieures et par l'escalade des tensions avec la Chine pour se soucier d'un petit pays enclavé d'Europe. Le résultat est une guerre par procuration qui attire les puissances régionales, avec la Serbie prise au milieu. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'une hypothèse. Les bases de ce scénario sont déjà en train d'être posées. Prenons par exemple les liens croissants du Sandak avec la Turquie. En 2022, le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Novi Pazar, la plus grande ville de la région, et a promis des millions d'investissements, notamment le financement d'un nouveau centre culturel islamique. Ce n'était pas seulement un geste symbolique, c'était une déclaration. La Turquie étend discrètement son influence dans les Balkans depuis des années, en utilisant des outils de soft power comme l'éducation, la religion et l'aide économique pour construire une base loyale. Et ça marche. Aujourd'hui, il y a plus d'écoles et de mosquées financées par la Turquie dans le Sandjak que jamais auparavant, et le nombre de jeunes Serbes se convertissant à l'islam est en augmentation. Mais voici un problème, la Turquie ne fait pas cela par altruisme. Cela fait partie d'une stratégie plus large visant à se réaffirmer en tant que puissance régionale, et les Balkans constituent un champ de bataille clé. L'Empire ottoman a peut-être disparu depuis longtemps, mais la Turquie d'Erdogan est déterminée à reconquérir son influence sur les terres qu'elle dirigeait autrefois. Et si la population musulmane de Serbie devient un outil pour cette ambition, qu'il en soit ainsi. Le problème est que le gouvernement serbe ne semble pas pleinement comprendre les enjeux. Lui parle bien de l'équilibre entre l'Est et l'Ouest, mais ses politiques semblent souvent réactives plutôt que stratégiques. Il réprime les institutions islamiques lorsque cela lui convient politiquement, puis ferme les yeux lorsque la Turquie ou les États du Golfe interviennent pour combler le vide. C'est un jeu dangereux et qui pourrait facilement devenir incontrôlable. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà des frontières de la Serbie. Les Balkans ont toujours constitué une ligne de fracture géopolitique, et la résurgence de l'islam dans la région n'est que le dernier chapitre d'une lutte d'influence vieille de plusieurs siècles. Pendant la guerre froide, la Yougoslavie était un État non aligné qui opposait les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, la Serbie fait quelque chose de similaire, mais les acteurs ont changé. Au lieu des États-Unis et de l'URSS, c'est l'Occident contre la Russie,
la Turquie et les États du Golfe. Et contrairement à la guerre froide, les limites ne sont pas aussi clairement tracées. La population musulmane de Serbie est à la fois un atout potentiel et un handicap, selon celui qui tient les rênes. Prenons par exemple les implications militaires. Si le scénario 3 se réalise et que le Sandjak devient un foyer de rébellion, les forces armées serbes seront à bout de souffle. L'armée serbe n'est plus que l'ombre de ce qu'elle était dans les années 1990, mais elle reste l'une des plus compétentes de la région. Cependant, il est conçu pour la guerre conventionnelle et non pour la contre-insurrection. Et si la Turquie ou les pays du Golfe commençaient à armer les groupes rebelles, la Serbie se retrouverait dans un bourbier. Nous avons déjà vu ce film en Bosnie, au Kosovo, en Syrie et il ne se termine jamais bien. La différence ici est que la Serbie n'est pas un État en faillite. C'est un pays fonctionnel avec une forte identité nationaliste, ce qui rend le potentiel d'escalade encore plus grand. Parlons maintenant de la Russie. Moscou joue le jeu du long terme dans les Balkans depuis des décennies et considère la Serbie comme un allié clé dans ses efforts visant à saper l'OTAN et l'UE. Si la situation dans le Sandjak se détériore, la Russie interviendra certainement pour soutenir la Serbie, tout comme elle l'a fait lors de la guerre du Kosovo. Mais voici que le soutien de la Russie serait assorti de conditions. Des armes, oui, mais aussi des pressions pour s'aligner davantage sur les intérêts de Moscou. Et si la Serbie devient trop dépendante de l'aide russe, elle pourrait se retrouver entraînée dans un conflit plus vaste, un conflit qu'elle ne peut se permettre et qu'elle ne veut pas. Pendant ce temps, les États-Unis et l'Union européenne dorment au volant. L'Occident s'est tellement concentré sur l'Ukraine et le Moyen-Orient qu'il a ignoré les signaux d'alarme dans les Balkans. Et lorsqu'il y prête attention, c'est généralement sous la forme de platitudes vides de sens sur la stabilité et l'intégration. Mais la stabilité dans les Balkans ne consiste pas seulement à maintenir la paix, il s'agit également de gérer les tensions sous-jacentes qui pourraient exploser à tout moment. Et en ce moment, ces tensions montent. Alors, où cela nous mène-t-il ? Si je devais y investir de l'argent, je dirais que nous nous dirigeons vers le scénario 2, la crise à combustion lente. Mais le risque du scénario 3 est réel et il augmente. La question est de savoir si quelqu'un à Belgrade, à Bruxelles ou à Washington y prête attention. Car si ce n'est pas le cas, les conséquences pourraient être catastrophiques, non seulement pour la Serbie, mais pour toute la région. Et une fois le génie sorti de la bouteille, il va être très difficile de le remettre à l'intérieur. Or, ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que le véritable champ de bataille ne se limite pas aux mosquées du Sandak ou aux rues de Novi Pazar, il s'agit aussi des lieux du pouvoir à Belgrade. Le gouvernement serbe a passé les 2 dernières décennies à marcher sur la corde raide entre l'intégration européenne et le patronage russe, tout en prétendant que le renouveau islamique du pays n'est qu'une curiosité culturelle et non une bombe à retardement géopolitique. Mais les chiffres ne mentent pas. Selon le recensement de 2022, la population musulmane de Serbie à l'exclusion du Kosovo a augmenté de près de 20% au cours de la dernière décennie, le Sandak représentant désormais plus de 60% de la communauté musulmane non kosovare du pays. Et même si la ligne officielle du Parti progressiste serbe est qu'il s'agit simplement d'un bouleversement démographique, la réalité est bien plus compliquée. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important. Le SNS, dirigé par Aleksandar Vučić, a bâti sa légitimité sur la stabilité économique et la résilience nationaliste. Mais ces 2 piliers se fissurent. L'économie est soutenue par les prêts et les envois de fonds étrangers, et non par la croissance organique, et le nationalisme devient de plus en plus difficile à utiliser comme arme lorsque les personnes même que vous êtes censés protéger sont celles qui se convertissent à la foi de vos oppresseurs historiques. Vučić le sait. C'est pourquoi son gouvernement a discrètement mis en œuvre des politiques qui ressemblent à de l'inclusion mais qui sentent le confinement. Prenons par exemple la loi de 2021 sur les églises et les communautés religieuses. Sur le papier, il accorde aux institutions islamiques le même statut juridique qu'à l'Église orthodoxe serbe. En pratique, cela donne à l'État le pouvoir de tout réglementer, de la construction des mosquées à la formation des imams, sous couvert de « sécurité nationale ». Le message est que vous pouvez prier, mais n'osez pas vous organiser. Voilà pourquoi l'État serbe est terrifié par sa propre population musulmane, mais il est également trop faible pour faire quoi que ce soit sans déclencher une réaction violente. C'est pourquoi vous assistez à cette danse bizarre de répression et d'accommodement. En 2020,
le gouvernement a approuvé la construction d'un nouveau centre islamique massif à Novi Pazar, financé par le Diyanet turc. Un an plus tard, ils ont perquisitionné les bureaux de la communauté islamique de la même ville, saisissant des documents sous prétexte des « opérations antiterroristes ». L'incohérence n'est pas accidentelle, c'est une stratégie. En maintenant la communauté musulmane en déséquilibre, Belgrade espère empêcher l'émergence d'un leadership politique ou religieux unifié. Mais cette approche a une durée de vie. Plus l'État oscille entre la carotte et le bâton, plus il radicalise ceux-là même qu'il tente de contrôler. Et c'est là que l'opposition entre en jeu. La gauche serbe, ce qu'il en reste, a tenté de présenter la renaissance islamique comme une question de droit civique, mais elle mène une bataille difficile. Le Parti démocrate, autrefois porte-drapeau de la démocratie libérale en Serbie, a été réduit à une coquille de lui-même, tandis que les nouveaux mouvements progressistes comme Nedavimo Beograd sont trop concentrés sur les questions urbaines pour s'engager auprès des communautés musulmanes rurales. Pendant ce temps, l'extrême droite s'empare du discours. Des groupes comme le Parti radical serbe et Dveri ont avancé une théorie du complot selon laquelle la renaissance islamique est un « complot turc », complété par des cartes montrant le Sandak comme un futur « couloir vers la Bosnie ». C'est un non-sens, bien sûr, mais c'est un non-sens efficace. Dans un pays où les griefs historiques ne sont jamais loin de la surface, la peur fait vendre. Parlons maintenant de l'éléphant dans les élections de 2024. Vuy est candidat à la réélection. Pour la première fois depuis des années, il est vulnérable. Les manifestations contre l'exploitation minière du lithium à Jadar ont montré que sa coalition s'effiloche et que l'opposition commence enfin à se coordonner. Mais voici le problème, personne ne parle du Sandjak. L'opposition n'y touchera pas parce qu'elle a peur d'être qualifiée de « traître », et Vuy n'y touchera pas parce qu'il sait que tout engagement sérieux avec la communauté musulmane lui aliénerait sa base nationaliste. Au lieu de cela, nous obtenons le silence. Un silence délibéré et assourdissant. C'est là que les projections des scénarios commencent à diverger. Si Vuy remporte un autre mandat, ce qu'il obtiendra probablement, compte tenu de son contrôle sur les médias et la machine électorale, nous pouvons nous attendre à davantage de répression de bas niveau, à des gestes symboliques d'inclusion et à un refus de s'attaquer aux problèmes structurels à l'origine des conversions. Mais si l'opposition parvient à créer la surprise, le calcul change. Un gouvernement plus libéral pourrait tenter d'intégrer la communauté musulmane dans le courant politique, mais cela nécessiterait de confronter la domination historique de l'Église orthodoxe, et personne à Belgrade n'a le courage de se lancer dans ce combat. Plus probablement, nous assisterions à une période d'instabilité alors que le nouveau gouvernement tenterait d'équilibrer des intérêts concurrents, pour ensuite être miné par les mêmes forces nationalistes qui ont porté Vuy au pouvoir en premier lieu. Mais voilà, rien de tout cela n'a d'importance si l'UE et les États-Unis continuent d'ignorer la région. L'Occident a traité les Balkans comme une question de second rang pendant des années, et ils en paient désormais le prix. Le rapport 2023 de la Commission européenne sur la Serbie mentionne à peine le Sandjak, et quand il le fait, c'est dans les termes les plus anodins possibles. Les États-Unis ne font guère mieux. La dernière fois qu'un haut responsable américain s'est rendu à Novi Pazar, c'était en 2017, et même à cette époque, il ne s'agissait que d'une séance photo. Pendant ce temps, la Turquie investit de l'argent dans la région en construisant des écoles, des mosquées et des centres culturels, tandis que les États du Golfe financent des bourses permettant à de jeunes Serbes d'étudier à Riyad et à Doha. Le message est le suivant, si l'Occident ne s'engage pas, quelqu'un d'autre le fera. Alors, où cela nous mène-t-il ? Si je devais parier, je dirais que nous nous dirigeons vers une crise lente, dans laquelle l'incapacité de l'État serbe à répondre aux doléances de sa population musulmane crée une prophétie autoréalisatrice. Plus Belgrade tentera de réprimer la renaissance islamique, plus elle se radicalisera. Plus il se radicalise, plus l'État va sévir. Et plus la répression sera forte, plus les acteurs extérieurs, la Turquie, les pays du Golfe, la Russie interviendront pour combler le vide. C'est un cercle vicieux, à l'heure actuelle, personne au pouvoir ne semble intéressé à le briser. La question est de savoir si quelqu'un se réveillera avant qu'il ne soit trop tard. Parce que s'ils ne le font pas, le Sandjak ne sera pas seulement un problème intérieur pour la Serbie, mais aussi un problème régional. Et une fois que cela se produira, le génie ne sortira plus de sa bouteille. Cela mettra le feu à toute la foutue maison.
Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement de la Serbie. La renaissance islamique dans le Sandjak est le microcosme d'un changement géopolitique beaucoup plus vaste, un changement dans lequel le vieil ordre dirigé par l'Occident dans les Balkans s'effondre et de nouvelles puissances interviennent pour réécrire les règles. La lassitude de l'UE face à l'élargissement, le pivot des États-Unis vers l'Asie et la guerre hybride de la Russie dans la région ont tous créé un vide de pouvoir, dans lequel sont entrés la Turquie, les États du Golfe et même la Chine. La question n'est pas de savoir si les musulmans de Serbie continueront à se convertir, mais plutôt de savoir si l'Occident le remarquera avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela est important au-delà du Sandjak. La Serbie est la clé de voûte des Balkans. Si cela déstabilise, c'est toute la région qui se déstabilise. Le Kosovo, la Bosnie, le Monténégro, ils regardent tout ce qui se passe à Novi Pazar et Sjenica. Si la minorité musulmane de Serbie devient une source permanente de tension, il ne s'agira pas uniquement d'un problème interne. Ce sera un point chaud pour les conflits de proxy. La Turquie s'en servira pour étendre son influence, la Russie s'en servira pour saper l'OTAN et les États du Golfe s'en serviront pour propager leur propre islam. Pendant ce temps, l'UE tergiversera, comme elle le fait toujours, jusqu'à ce que la crise devienne trop grave pour être ignorée. C'est là que réside le malaise, l'Occident n'a plus de stratégie pour les Balkans. La dernière fois que les États-Unis ont eu une politique cohérente dans la région, c'était sous l'administration Clinton, lorsque Richard Holbrooke forçait les seigneurs de guerre à signer les accords de Dayton. Depuis lors, il s'agit d'une gestion de crise ponctuelle, intervenir lorsque les choses tournent mal, puis se retirer lorsque les caméras s'en vont. L'approche de l'UE est encore pire. Bruxelles traite les Balkans comme une affaire de charité, injectant de l'argent pour résoudre les problèmes sans jamais s'attaquer aux causes profondes. Le rapport de l'UE de 2023 sur la Serbie, par exemple, consacre plus de temps à louer les progrès de Belgrade en matière d'état de droit qu'à reconnaître le fait que la population musulmane du pays est systématiquement marginalisée. Alors quelles sont les alternatives ? La première option est le statu quo, ignorer le problème jusqu'à ce qu'il explose. C'est la voie la plus simple et la plus susceptible d'être empruntée. La deuxième option est le confinement, essayer d'isoler le Sandjak, empêcher les acteurs extérieurs de s'immiscer et espérer que le problème disparaisse. Mais le confinement ne fonctionne que si vous êtes prêt à l'appliquer, et à l'heure actuelle, personne en Occident n'a l'appétit pour cela. La troisième option est l'engagement, c'est-à-dire répondre réellement aux doléances des musulmans de Serbie, les intégrer dans le système politique et leur donner une part dans l'avenir du pays. Cela nécessiterait de s'attaquer à la domination de l'Église orthodoxe, de réformer le système éducatif serbe et de convaincre Belgrade que sa minorité musulmane ne constitue pas une menace. C'est la voie la plus difficile, mais c'est aussi la seule qui puisse fonctionner. Le problème est qu'aucune de ces options n'est sérieusement envisagée. L'Occident est trop distrait, le gouvernement serbe est trop faible et la communauté musulmane est trop divisée. Le résultat est un désastre au ralenti, où le renouveau islamique dans le Sandjak devient une prophétie autoréalisatrice. Plus l'État réprime, plus nous verrons la radicalisation. Plus nous constatons de radicalisation, plus d'acteurs extérieurs interviendront. Et plus il y aura d'acteurs extérieurs, plus il sera difficile de renverser la tendance. Certains pourraient affirmer que tout cela est alarmiste et que les musulmans de Serbie constituent une trop petite minorité pour constituer une menace réelle. Le problème n'est pas la taille de la population musulmane. C'est le fait que l'incapacité de la Serbie à les intégrer est le symptôme d'un échec bien plus grave de l'ordre post-yougoslave. Les Balkans étaient censés être une réussite, une région passée de la guerre à la paix, du communisme à la démocratie, de la division ethnique à l'intégration européenne. Au lieu de cela, c'est devenu un récit édifiant, un lieu où les anciennes blessures ne guérissent jamais et où de nouvelles s'ouvrent. Permettez-moi de mettre cela en perspective historique. La dernière fois que les Balkans ont connu ce type de renouveau religieux, c'était au XIXe siècle, lorsque l'Empire ottoman s'effondrait et que les grandes puissances dépassaient la région. À l'époque, le résultat fut une série de guerres, de révolutions et de nettoyages ethniques qui remodelèrent la carte de l'Europe. Aujourd'hui, les enjeux sont tout aussi importants. Si la minorité musulmane de Serbie devient une source permanente d'instabilité, ce ne sera pas seulement un problème pour Belgrade. Ce sera un problème pour tout le continent. Alors, où cela nous mène-t-il ?
Si je devais faire une prédiction, je dirais que nous nous dirigeons vers une période de chaos géré, une période où l'Occident prétend que tout va bien, où le gouvernement serbe se débrouille et où des acteurs extérieurs comme la Turquie et les États du Golfe exercent discrètement leur influence. Le renouveau islamique dans le Sandjak se poursuivra, mais il ne sera pas dramatique et ne fera pas la une des journaux. Ce sera lent, progressif et d'autant plus dangereux. Les mosquées continueront à être construites, les jeunes Serbes continueront à se convertir et l'État continuera à détourner le regard jusqu'à ce qu'il n'en soit plus capable. La véritable tragédie est que rien de tout cela n'était inévitable. Les musulmans de Serbie ne sont pas intrinsèquement radicaux. Ce n'est pas une cinquième colonne. C'est une communauté qui a été ignorée, marginalisée et poussée en marge de la société. Si Belgrade les avait traités comme des citoyens plutôt que comme un problème à gérer, nous n'aurions pas cette conversation. Mais ce navire a navigué. La question est maintenant de savoir si quelqu'un le remarquera avant qu'il ne soit trop tard. Parce que voici le problème, il ne retourne pas dans la bouteille. Et une fois celui-ci sorti, ce ne sera plus seulement le problème de la Serbie. Ce sera celui de l'Europe. Et d'ici là, il sera trop tard pour faire quoi que ce soit.